Je m'appelle effectivement Hubert Krivine et je suis physicien. Depuis un certain temps, je me suis intéressé à l'histoire de la science. Avant, j'étais enseignant-chercheur à l'université. Vous savez, à l'université, on est moitié enseignant, moitié chercheur. On devrait faire pareil dans le secondaire, mais ce n'est pas encore l'usage. Et puis avant encore, je crois que j'ai été jeune. Je ne me souviens plus très bien, mais j'ai dû aussi être en seconde à un moment donné. Et je crois que j'aimais pas trop devoir être assis pendant 1 heure pour écouter un vieux monsieur me faire un cours de physique. Donc je voudrais vous rassurer, je ne vais pas vous faire un cours de physique, ni un cours d'histoire. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelque chose sur l'histoire des idées. D'abord parce que c'est une chose intéressante en soi, je pense que ça vous intéressera, et qu'ensuite, ça a une actualité aujourd'hui. Je vais vous parler de l'histoire de l'âge de la Terre, comment on est arrivé à la conception moderne de l'âge de la Terre, et puis aussi l'histoire de son mouvement. Pourquoi c'est une question d'actualité? Parce que, si vous voulez, prenant prétexte du fait que le progrès scientifique ne coïncide pas nécessairement avec le progrès tout court, pas mal de personnes remettent en cause la notion même de progrès scientifique. Et ça a donné naissance à ce qui s'appelle, peut-être vous connaissez, le créationnisme ou bien l'intelligent design. Et ça, ce sont des choses très actuelles et très dangereuses. Donc ça vaut la peine d'être un petit peu armé pour comprendre ces questions-là et comprendre que ces gens qui défendent le créationnisme ou l'intelligent design reviennent en arrière sur toute une démarche intellectuelle qui a pris quand même quelques centaines d'années à se développer. Alors, sur l'âge de la Terre, d'abord, dans les très anciennes civilisations, par exemple chez les Grecs, il y avait plutôt l'idée que c'est une question qui n'a pas de sens. La Terre, elle a toujours existé, avec des hauts, des bas, mais Aristote, qui est le grand penseur de l'Antiquité, avait cette opinion. Dans certaines civilisations indiennes aussi, il y a l'idée qu'il y a des cycles de milliards d'années, mais qui se reproduisent perpétuellement. Donc, dans beaucoup de civilisations antiques, la question ne se pose pas. Pour la question du mouvement et de la position de la Terre, la réponse était évidente. La Terre, elle est immobile. Si elle bougeait, ça se saurait. Et puis, elle est au centre de l'univers. Ça se voit bien. Regardez autour de vous, les étoiles, il y en a partout. On est vraiment au centre de l'univers. Donc, ça ne posait pas vraiment de gros problèmes. Alors, on va reprendre un petit peu ces deux questions-là. Pour la question de l'âge, d'abord, ce sera, si vous voulez, l'affaire Darwin. Pour la question de l'âge, les grandes religions monothéistes, à savoir les juifs d'abord, les chrétiens ensuite et puis les musulmans, vont introduire une rupture par rapport à l'Antiquité en décidant de la création de l'univers. Il y a un moment où le bon Dieu va créer. Alors tout de suite, vous êtes infesté d'idées modernes et vous savez, il y a l'univers, ensuite il y a le système solaire, ensuite il y a la Terre, etc. Et puis bien après, il y a la vie, l'homme, etc. Donc vous êtes infesté de cette idée moderne, entre parenthèses, qui est une idée exacte, mais qui est en gros celle-ci. Au départ, si j'ose dire, en bas, c'est une échelle en millions d'années. Donc à l'extrême gauche, pour vous, il y a 14 milliards d'années, c'est le Big Bang. Alors le Big Bang, ce n'est pas le début, le commencement de tout. Si ça vous intéresse dans la discussion, on reviendra sur qu'est-ce que c'est que le Big Bang et qu'est-ce qu'il y avait avant. Oublions. Pour l'instant, je dirais il y a 14 milliards d'années, le Big Bang. Et puis vous voyez, sur cette échelle linéaire, il y a 4,65 milliards d'années. Simultanément, c'est l'apparition du système solaire, des planètes et de la Terre. Tout ça, c'est en même temps, à quelques millions d'années près. On ne va pas pinailler sur quelques millions. Et puis, il y a 3,4 milliards d'années, les premières formes de vie. Des petites bactéries, des petits machins de rien du tout, des archéobactéries. Et puis, beaucoup plus tard, il y a 65 millions d'années, j'ai mis ça sur le même point parce que c'est le même moment sur cette échelle, c'est la fin des dinosaures, à la suite du cataclysme dont vous avez entendu parler, et puis l'apparition de l'homme, de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, on peut le dater d'il y a 100 000 ans. Mais si vous voulez, sur cette échelle, 100 000 ans ou 65 millions, c'est pareil. C'est un seul point. Et puis, vous voyez l'homme. Voilà. Donc j'ai mis 2010 parce que c'est le moment où j'ai fait ce dessin. Mais aujourd'hui, j'aurais pu mettre 2012. Ça n'aurait rien changé. Je vous signale que quand j'ai dit quelquefois à des lycéens que la Terre datait de 4,65 milliards d'années et que j'ai ajouté après Jésus-Christ, personne n'a rigolé. Bon, ils auraient dû, parce que c'est grotesque, évidemment. À 2000 ans près. Bon. Alors,
donc ça, vous êtes infesté de cette idée-là, mais pour l'homme de la Renaissance, et les savants de la Renaissance, c'est pas ça du tout. La création de l'univers, de la Terre, du Soleil, des planètes, des hommes et même des femmes et des animaux, tout ça, c'est le même moment. À quelques jours près, comme vous savez, à 6 jours près, tout ça s'est créé en même temps. Donc c'est un seul point. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Alors, nous, on sait que la Terre a 4,65 milliards d'années aujourd'hui. Comment on a pu arriver à un chiffre aussi faramineux? Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. 1 milliard, c'est beaucoup. C'est 1000 millions. Et 1 million, c'est 1000 fois 1000. Donc c'est des temps qui... Vous ne pouvez pas les imaginer. Moi, je ne veux pas les imaginer. Personne ne peut les imaginer. Alors comment on a pu arriver à ça? C'est l'objet de ce que je vais vous expliquer rapidement. Mais pour l'homme de la Renaissance, il avait la réponse à la question. La Terre était datée pour Kepler de 3993 ans avant Jésus-Christ, là ça a un sens. Pour Newton, 3998 ans. Pour le révérend Usher, la Terre était datée du 23 octobre 2004 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est extrêmement précis. Il avait même un copain qui s'appelait John Lightfoot, qui disait que c'était le 23 octobre 2004 et même à 9 h du matin. Vous voyez, c'est d'une précision extrême. Alors, comment ils ont procédé? Ce n'est pas compliqué. La Bible est la seule source de connaissances réelles. La Bible vous dit que Adam, c'est le 5e jour. Bon, donc après la création, vous avez Adam, et puis Adam va enfanter toute une série de générations. Alors, comme je crains qu'il y ait beaucoup de mécréants ici, je vous rappelle un peu des choses que vous devriez savoir, mais malheureusement, on ne lit plus assez la Bible aujourd'hui. Donc ça, c'est la liste des générations successives après Adam. Vous n'allez pas la lire, bien entendu, mais c'est très très précis. Et alors, si vous la lisez, vous verrez ceci. Vous verrez que Adam a vécu 930 ans, enfanta Seth à l'âge de 130 ans, qui engendra Enoch à 105 ans, qui engendra Kénan à 90 ans, etc., etc. Il est alors facile de calculer la date de naissance de Noé. Noé, c'est l'homme de l'arche de Noé. C'est 1056 ans après la création. Oui, vous prenez une petite machine à calculer, vous faites ça, c'est très facile. Et comme Noé avait 600 ans quand arriva le déluge est daté de 1656 ans après la création. Ça, c'est une date qu'il faut retenir. Bon, c'est la seule chose à retenir. 1656 ans après la création. Bon, l'homme de la Renaissance, le savant de la Renaissance, croyait réellement tout ça. Il y avait évidemment de petites contradictions. Un monsieur qui s'appelait de la Pereire, par exemple, a pensé qu'Adam n'était pas le premier homme. Il y avait d'autres hommes avant, parce que comment est-il possible d'écrire dans la Bible que tous les hommes qui rencontreraient Caïn devraient le tuer? S'il n'y avait pas d'autres hommes que papa et maman, à savoir Ève et Adam, c'est absurde. Donc pour lui, Adam était le premier juif, mais pas le premier homme. Il y avait donc des pré-adamites. Bon, mais il a essayé de convaincre le pape de ça, mais ça n'a pas marché. Alors un type plus intéressant après s'appelait De Maillet, aussi à la même époque, XVIIe siècle. Pour lui, tout vient de la mer. Jadis, la mer recouvrait toute la terre, et puis la terre est apparue petit à petit. Et alors la preuve que tout vient de la mer pour lui, c'est qu'il y a des hommes poissons et des femmes poissons. Il assure qu'il y a des témoignages, il y croit absolument. N'empêche qu'il fait une série de calculs assez curieux pour savoir combien de temps la mer a mis à se retirer pour que les terres émergent, et il arrive à des temps de milliards d'années. C'est tout à fait, ça sent le soufre, parce que ça c'est tout à fait opposé à ce que les Saintes Écritures disent. Alors il va prendre la triple précaution d'écrire sous un pseudonyme, il va s'appeler Teil Lamed, de se faire publier en Hollande, c'est plus prudent, et puis 10 ans après sa mort. Donc avec tout ça, il risque rien. N'empêche que ses écrits ont un certain succès. De grands savants comme Buffon ou Cuvier vont les prendre au sérieux. Il y avait d'autres choses à dire sur lui, mais enfin, je n'ai pas le temps de vous en parler. Alors, encore plus intéressant, Martino Martini, même époque, était un jésuite envoyé en Chine par le Vatican pour propager la vraie religion aux sauvages. Il parlait chinois couramment, comme vous parlez le français. Et il a été très impressionné par la civilisation chinoise. Donc il va lire les textes et il va rentrer convaincu que les premières dynasties chinoises dataient d'avant le déluge, ce qui n'est pas possible. Et donc il va essayer de convaincre le pape qu'il faut changer de Bible. Il y a plusieurs Bibles possibles, je ne veux pas rentrer là-dedans, ça ne va pas marcher. Le pape va lui dire « Mais non, les Chinois sont des gens orgueilleux qui prétendent être la première race humaine et ils ont truandé leurs chiffres ».
Et en fait, le pape avait raison. La chronologie chinoise ne tient pas la route et Martini a eu tort de se laisser convaincre. Mais ça fait toute une discussion qui a duré assez longtemps. Plus récemment encore, toujours dans la même veine, donc je me mets maintenant en 1830, Champollion, qui a déchiffré les hiéroglyphes égyptiens, va démontrer qu'une certaine inscription sur le zodiaque de Dendera, ça vous dit rien, peu importe, mais les égyptologues de l'époque avaient pensé que cette inscription datait d'avant le déluge, ce qui n'est pas possible. On est en commun en 1830. Mais en 1830, l'Église tenait absolument à la datation biblique. Et Champollion va déchiffrer dans une des cartouches du zodiaque de Dendera le mot Néron. S'il y a Néron, ça ne peut pas être avant le déluge. Et donc le pape va pousser un soupir de soulagement. Il va baptiser Champollion sauveur de la chronologie biblique et lui proposer le chapeau de cardinal en récompense. Le problème, c'est que Champollion était un athée farouche. Il voulait absolument pas porter le chapeau, si j'ose dire. Et il va donc exciper d'une vie maritale peu digne pour un homme d'église pour ne pas avoir à porter ce chapeau. Et finalement, on va transiger et lui donner seulement la Légion d'honneur. Si ça vous amuse, je peux vous lire ce que Champollion a écrit. « Me voilà considéré par le parti dévot comme père de l'Église. Je suis las de cette odeur de sainteté que les dévots commencent à me trouver, comme si je n'eusse eu pour but, en travaillant pendant 15 ans à la découverte de mon alphabet, que la gloire de Dieu. Mais je leur ferai faire une bien vilaine grimace quelques jours, en développant les suites et les conséquences immédiates de ma découverte, rira bien qui rira le dernier. » Et effectivement, il va montrer ensuite que les civilisations égyptiennes datent de bien avant le déluge. Bon, mais c'est seulement pour vous dire que jusqu'en 1830 encore, le Vatican tenait à la datation biblique. Alors, on revient un petit peu en arrière maintenant. On va regarder un peu comment on est passé d'une datation de la Terre fondée sur les textes sacrés à une datation scientifique qui va permettre de passer de 4000 ans à plus de 4 milliards d'années en 400 ans. Vous voyez, c'est un vrai miracle. Alors, je vais vous citer Pascal. C'est une très jolie phrase de Pascal à propos d'un autre monsieur que vous connaissez et qui s'appelle Descartes. Voilà ce que dit Pascal. « Je ne puis pardonner à Descartes. Il aurait bien voulu dans sa philosophie ce pouvoir passé de Dieu, mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude, c'est bien dit ça, pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'a plus que faire de Dieu. » Et c'est exactement ça qui va se passer. C'est-à-dire, bien entendu, Dieu est là qui a créé le monde, ça va sans dire, mais ensuite, ce sont les lois de la physique pour Descartes et pour tous les savants, disons, de cette époque, ce sont les lois de la physique qui vont gouverner la naissance des montagnes, les fleuves, les océans, tout ça. Il ne faut plus faire appel à ça, vous voyez, au surnaturel. Bon. Et ça, c'est une démarche extrêmement subversive. Donc, on peut dire, en gros, que tous les savants du XVIIe siècle étaient, on dirait aujourd'hui, des créationnistes. C'est-à-dire ils vont essayer de démontrer la véracité du texte biblique en examinant la nature. Non pas en lisant d'autres versets, mais en regardant la nature. Bon. Et ils vont essayer, et ça, c'est, si vous voulez, si vous vous levez le matin et qu'on vous demande brusquement à brûle-pourpoint comment peut-on déterminer l'âge de la Terre, vous serez bien embêté. Hein ? Quelle idée vous pouvez avoir ? Comment peut-on déterminer l'âge de quelque chose en l'absence de témoignages humains? Alors, il y a une chose que vous connaissez. Enfin, vous ne savez pas que vous connaissez, mais vous connaissez. Je vais vous donner un exemple de datation en l'absence de témoignages humains, et qui marche très bien. C'est la dendrochronologie. Levez la main ceux qui savent ce que c'est que la dendrochronologie. Ah, il y en a quand même un au moins, non? Non, je n'interroge pas, moi, je demande seulement quels sont ceux qui savent. Bon, je reposerai la même question dans 3 minutes. La dendrochronologie, ça consiste à faire ceci. Vous prenez un arbre, vous le sciez, vous voyez les cernes qui apparaissent, et vous comptez le nombre de cernes. Et chaque année correspond à un cerne. Chaque cerne correspond à une année. Donc s'il y a 400 cernes dans la sciure, enfin dans la section du bois, eh bien, l'arbre a 400 ans. C'est aussi simple que ça. Et donc on peut parfaitement déterminer l'âge d'un arbre en l'absence de témoignages humains. Levez la main ceux qui savaient ça. Évidemment, donc j'étais sûr que vous connaissiez la dendrochronologie. Il faut vous cultiver un peu. Hein, bon, ça fait plus savant quand même de parler de dendrochronologie. Donc vous voyez un exemple de datation en l'absence de témoignages humains. Alors le premier qui va avoir une idée un peu analogue, c'est Buffon. Buffon était un très très grand monsieur, il a eu plein d'idées. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire, bien évidemment, je n'ai pas les cernes sous les yeux, mais j'ai les strates.
voyez, quand vous baladez en montagne, dans des coins comme ça, vous voyez des couches géologiques les unes sur les autres. Bon, si je peux savoir combien de temps il faut mettre pour fabriquer une strate, et si je compte le nombre de strates, eh ben, je fais une règle de 3, et puis j'ai l'âge de la couche géologique. Donc, il va faire des calculs un petit peu de ce genre-là. Vous voyez, il va essayer d'évaluer combien de temps il faut pour fabriquer une strate d'argile de 1 mm de hauteur. Et puis, si l'ensemble fait 300 mètres, ben, vous faites une règle de 3 et ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, Buffon va jouer à ce jeu-là. Vous voyez, c'est une méthode scientifique, sauf que le point de départ est assez discutable. Il ne sait pas combien de temps exactement il faut pour élever. Mais il va aboutir à des âges de millions d'années qu'il ne va pas oser publier. Alors, il aura une autre idée, Buffon, qui est plus riche. Il va dire, ben voilà, la Terre, au départ, donc c'est la définition du temps zéro de la Terre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire l'âge de la Terre à partir de quand? Ben, le temps zéro de la Terre, c'est une énorme boule à 3000 degrés, très chaude. Si je connaissais le temps que met une boule de la taille de la Terre à 3000 degrés pour devenir une boule comme aujourd'hui à 20 degrés en moyenne, eh ben, j'aurais une évaluation de l'âge de la Terre. Seulement, comment on peut savoir ça? Ben voilà ce qu'il va faire. Il va dire, je vais prendre des petites boules, puis des boules de plus en plus grosses, jusqu'à 20 cm, on ne peut pas faire difficilement plus. Je vais calculer le temps de refroidissement de ces boules, je vais les chauffer au rouge, je vais voir en combien de temps elles refroidissent, et puis je vais extrapoler jusqu'au rayon de la Terre. Vous voyez, vous prenez des boules d'1 cm, 10 cm, à la rigueur 50 cm, et puis vous extrapolez jusqu'au rayon de la Terre. Le rayon de la Terre était très bien connu à l'époque de Buffon, à quelques kilomètres près, donc il n'y avait pas de difficulté. Et il va aboutir à des temps de 77 000 ans, qui ne sont pas non plus des temps bibliques. Il va les publier, ceux-là, et il va s'attirer les foudres de l'Église. Il va devoir s'autocritiquer devant les docteurs de la Sorbonne, et il écrira à un ami à lui cette jolie phrase: « J'ai dû ôter de mon livre la seule chose qui était un peu originale, mais je préfère être plat que pendu. » Bon, bah, il voulait survivre, quoi. Bon, c'est intéressant. Alors, je vous signale que le procédé de Buffon est complètement faux. Il ne le savait pas, mais on n'a pas le droit d'extrapoler comme il a fait. C'est complètement délirant. Mais c'est une idée scientifique, si vous voulez. Une hypothèse, une théorie, si vous voulez, une manipulation, une expérience et des résultats. Donc, c'est vraiment une démarche scientifique, même si elle est fausse. Voilà. Donc ça, c'est l'âge de la Terre pour Buffon. Alors, Buffon s'est aussi intéressé à la question du déluge. Et je vais vous lire une phrase de Buffon qui est quand même intéressante. En vérité, Buffon, il n'y croyait pas au déluge biblique, pas du tout. Mais il ne pouvait pas le dire à l'époque. Alors voilà ce qu'il va écrire. Aussi doit-on regarder le déluge universel comme un moyen surnaturel dont s'est servie la toute-puissance divine pour le châtiment des hommes, et non comme un effet naturel dans lequel tout se roi passait selon les lois, avec un X, de la physique. Donc il dit, le déluge, j'y crois parce que c'est dans les textes sacrés, mais n'essayez surtout pas de trouver une seule raison physique qui l'explique. Bon, et puis il a fait plein de textes là-dessus, mais ça, c'est en contradiction totale avec la philosophie générale de Buffon et des savants de cette époque. Comme quoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut expliquer l'évolution du monde par les lois de la physique une fois que le monde a été créé. Donc clairement, Buffon est en contradiction avec lui-même, et on comprend qu'il l'a fait pour des raisons de prudence. Alors, dans la deuxième moitié maintenant du XIXe siècle, il va y avoir plusieurs évaluations de l'âge de la Terre. Alors, la première est due à un monsieur qui s'appelait Halley, dont vous avez entendu parler, c'est l'homme de la comète de Halley, un contemporain de Newton. Il a eu l'idée originale suivante. Si les océans sont salés, c'est à cause de l'apport des eaux douces des rivières. Bizarre comme idée, n'empêche que c'est vrai. L'eau réputée douce des rivières contient un petit peu de sels minéraux dissous à suite des frottements de l'eau sur les fonds des rivières, etc. Regardez les bouteilles d'eau minérale, vous voyez bien qu'il y a du calcium, du sodium, etc. Il y en a très peu, mais il y en a. Donc l'eau douce des rivières amène quand même un petit peu de sel dans les océans. Bien sûr, les océans sont beaucoup plus salés. Mais qu'est-ce que font les océans en longueur de journée, si j'ose dire? Ils passent leur temps à s'évaporer à cause du soleil. Mais qu'est-ce que c'est que l'eau d'évaporation, la vapeur d'eau? C'est de l'eau strictement pure, distillée. Donc en permanence, vous comprenez que les océans reçoivent une eau faiblement salée, mais éliminent de l'eau douce. Et donc, si vous faites un bilan, ils se chargent en sel.
Et donc, c'est bien les rivières qui ont chargé les océans en sel. La démonstration, d'ailleurs, de Halley, c'était que si vous prenez un lac de montagne qui n'a pas de déversoir, il se sale de plus en plus. Quand il a un déversoir, il ne se sale pas. Alors, comment peut-on en trouver l'âge de la Terre? On ne va pas trouver l'âge de la Terre, mais on va trouver l'âge des océans. Si vous pouvez estimer grossièrement la quantité de sel déposée par toutes les rivières du monde, et si vous connaissez à peu près la quantité de sel qu'il y a dans les océans, vous faites un calcul de règle de 3, et ça vous donnera un âge de la Terre de l'ordre de 80 millions d'années, quelque chose comme ça. Donc, Halley ne va pas faire le calcul exactement, mais il va dire qu'on devrait pouvoir le faire, et 100 ans plus tard, un monsieur qui s'appelle Joly va faire ce calcul et aboutir à peu près 80 millions d'années pour l'âge de la Terre. Alors, il va y avoir bien d'autres idées scientifiques pour calculer l'âge de la Terre, dont l'une due à un monsieur qui s'appelait George Darwin. George, c'est le fils du grand Darwin dont on parlera tout à l'heure. C'était un astronome. Son idée était la suivante. La Terre, quand elle était jeune, était chaude et molle. Elle tournait très vite sur elle-même. Et donc, par force centrifuge, elle va éliminer un corps qui va être la Lune. Donc, la Lune, c'est un bout de terre éliminé à la naissance de la Terre. C'est faux, c'est pas si faux que ça. Quand vous serez plus grand, vous apprendrez que la Lune vient effectivement du choc d'un astéroïde sur la Terre au début de la Terre. Enfin, l'idée est pas... Enfin, peu importe. Et alors, si maintenant vous faites un calcul mathématique un peu compliqué, vous pouvez... Vous voyez, la Lune donc s'éloigne de la Terre petit à petit. Si vous mettez tout ça en équation, vous voyez combien de temps il faut pour que la Lune se trouve à une distance de 300 000 km de la Terre. Et il va aboutir à des temps de l'ordre de aussi 80 millions, 100 millions d'années. Donc c'était assez consistant. Mais surtout, le grand pape de la datation de la Terre va être Lord Kelvin. Lord Kelvin était un des plus grands physiciens du XIXe siècle, il avait un prestige immense, et il va dater la Terre un petit peu avec l'idée de Buffon. Il va dire au départ, la Terre était une énorme boule à 3900 degrés, et puis aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Mais au lieu de faire comme Buffon et de calculer ce temps en extrapolant avec des boules de taille croissante, il va faire quelque chose de beaucoup plus fort. Il va partir d'une équation qui s'appelle l'équation de la chaleur, qui est due à M. Fourier, qui est une équation qui vous explique comment un corps homogène que vous chauffez, comment il se refroidit dans le temps. Il vous explique ça dans le détail. C'est une équation aux dérivées partielles, elle est un petit peu... Enfin, elle n'est pas compliquée à écrire, enfin, vous ne savez pas ce que c'est, peu importe. Mais c'est une équation très vraie, qui a été vérifiée dans des tas de situations différentes avec une énorme précision, et donc vous n'avez pas le droit de la mettre en question. De même que vous n'avez pas le droit de mettre en question la loi de la chute des corps. C'est aussi précis, aussi fort que ça. Et donc, muni de cette équation, Kelvin va calculer l'âge de la Terre et il va aboutir à un âge compris entre 20 millions et 200 millions d'années. Il y a des incertitudes, évidemment. Donc tout ça, ça allait dans le même sens. Pour conforter son calcul, d'ailleurs, Kelvin va calculer l'âge du Soleil. La Terre est plus jeune que le Soleil. Il va trouver quelque chose comme 20 millions d'années pour l'âge du Soleil. Il va imaginer... Bon, bref. Donc tout ça, ça allait dans le même sens. Bon, donc les géologues de l'époque, donc je suis là à la deuxième partie du XIXe siècle, n'étaient pas très contents. Ils auraient voulu un peu plus que ça. Ça leur paraissait un peu court, mais enfin, l'autorité de Kelvin était telle, ses équations étaient tellement belles que personne n'a osé mettre ça en question, sauf un monsieur, qui n'était pas géologue, pas tout à fait géologue, qui s'appelait Darwin. Alors c'est Darwin, c'est le grand Darwin, c'est Charles Darwin. Alors, Darwin va mettre ça en question, et ça vaut le coup d'expliquer pourquoi. Il va dire, sans pouvoir donner de chiffres, il va dire, même 200 millions, ça ne va pas, il m'en faut plus. Je ne peux pas vous dire combien, mais il m'en faut plus. Il m'en faut plus pourquoi? Parce que Darwin avait une théorie de l'évolution. Alors, je ne me rends pas compte, ça vous dit quelque chose, la théorie de l'évolution de Darwin? Vous avez entendu causer de ça? Bon, alors, ça va. Si vous savez ça, ça me gagne un temps fou. Et donc, voilà ce qu'a observé Darwin. Il dit ceci. Si vous prenez une couche géologique dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle a au moins nécessité 10 millions d'années pour se former, peut-être 20, peut-être 30, on ne sait pas bien, mais en tout cas de l'ordre de 10 millions d'années. Et si vous regardez les petites bêtes qui sont incluses dedans, les fossiles, vous verrez qu'il y a très très peu de progression. C'est pratiquement les mêmes petites bêtes qu'on trouve en début et en fin. Bon. Dans d'autres couches, on trouvera d'autres petites bêtes, d'autres fossiles, mais aussi avec très très peu d'évolution. Or, moi je sais, dit Darwin, à cause de ma théorie de l'évolution, que tout ça, ça vient d'animalcules primitifs. Donc il faut bien qu'il y ait tous les maillons intermédiaires. Or, je ne les trouve jamais, ou pratiquement jamais. Quelle est la seule conclusion qu'on peut tirer de ça?
Ben, la seule conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que 10 millions d'années, c'est dérisoire par rapport au temps nécessaire au développement de la faune et de la flore. 10 millions, c'est peanuts. Si 10 millions, c'est peanuts, ça veut dire que 100 millions, c'est pas suffisant. Et il faut de l'ordre... Il n'a pas donné de chiffre, il était prudent, mais ça se chiffre en milliards et en milliards. Sinon, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est une théorie à la fois très forte, si on croit à la théorie de l'évolution, mais en même temps, il n'y avait pas de chiffres. Alors, il était très gêné parce que Kelvin lui disait « Mais si on croit ce que tu dis, tu nies la vérité des équations de Fourier. Tu n'as pas le droit, tu ne crois pas à la physique, etc. » Darwin, qui était un bon scientifique, ne niait pas la validité des équations de Fourier. Il était gêné. Et il a fait une vague théorie comme quoi le Soleil irradierait quelque chose qui ferait que la Terre ne se refroidirait pas. C'était pas bon du tout. Mais il était vraiment coincé par là. Et on aurait pu en rester longtemps là-dessus si la solution n'allait venir par quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec tout ça, qui est la découverte de la radioactivité. Alors, la radioactivité a été découverte en 1895 par un monsieur qui s'appelait Becquerel. Il étudiait des sels d'uranium qu'on exposait au soleil et qu'on posait ensuite sur des plaques photo, et il noircissait les plaques photo à la suite de leur exposition au soleil. Un espèce de phénomène de fluorescence, si vous voulez. Et puis un jour, il s'est aperçu que même quand le sel d'uranium n'avait pas été exposé au soleil, il noircissait quand même la plaque. Au lieu de mettre ça de côté, il s'est excité là-dessus, il avait tout à fait raison. Ça prouvait qu'il n'était pas nécessaire d'irradier les sels d'uranium au soleil. Les sels d'uranium émettaient spontanément une radiation qu'on appelait la radiation uranique et qui noircissait la plaque. C'est la découverte de la radioactivité. Maintenant, on appelle ça radioactivité. Alors, pourquoi c'est important la radioactivité? Quel rapport avec l'âge de la Terre? C'est le rapport suivant. D'abord, on s'est aperçu que ce rayonnement, cette radioactivité, dégageait de la chaleur. Alors ça change tout. Parce que l'hypothèse de Kelvin, c'était que la Terre était une grosse boule qui passait son temps à se refroidir sans source de chaleur interne. Or, en fait, sur Terre, il y a énormément d'éléments radioactifs, et ça suffit pour dégager pas mal de chaleur et invalider, si vous voulez, le modèle de Kelvin. Donc c'est déjà une première réponse. Deuxièmement, et ça c'est un miracle, non seulement ça va invalider le modèle de Kelvin, mais en plus ça va donner une horloge absolue pour déterminer l'âge de la Terre. Alors comment ça marche ça? Ça marche comme ceci, que les éléments radioactifs ont une période. Ça vous dit quelque chose ou pas ça? Vous avez vu ça? Non. Vous savez autant que moi. Bon, par exemple, l'uranium-238 a une période de 4,5 milliards d'années. Oui, à peu près comme l'âge de la Terre. Donc, si vous prenez une roche, si on suppose que l'uranium-238 se désintègre par un processus assez compliqué, mais finalement, ça termine sur du plomb. Bon, si la période est de 4,5 milliards d'années, ça veut dire qu'au bout de 4,5 milliards d'années, la moitié de l'uranium est transformée en plomb. Donc, si dans une roche, vous trouvez que la moitié est composée d'uranium et l'autre moitié est composée de plomb, ça veut dire que votre roche est datée de 4,5 milliards d'années. C'est aussi simple que ça. Alors, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué, comme toujours dans la vraie vie, mais en gros, l'idée, elle est là. Donc, on a vu des tas d'autres éléments que l'uranium, le thorium, le potassium, plein de choses. Toutes sortes d'éléments vont être utilisés pour dater les roches. Alors, à vrai dire, ce n'est pas les roches sur Terre qu'on date, c'est les roches des météorites, mais tout ça, c'est à peu près le même temps. Et c'est ça qu'on date avec beaucoup de précision et qui donne aujourd'hui un temps de 4,65 milliards d'années. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire que la radioactivité, qui n'a rien à voir avec l'âge de la Terre, finalement, va donner un moyen de dater l'âge de la Terre. Alors, on peut... je voudrais dire deux choses à ce propos. D'abord, la question des 4,5 milliards d'années pour l'âge de la Terre, c'est une question qui n'est pas simplement un détail. Bon, ce n'était pas 10 millions, ce n'est pas 20 millions, c'est 4,5 milliards d'années. C'est absolument décisif pour que la vie puisse se développer sans intervention divine. Et par exemple, Kelvin, qui pensait que la Terre n'était âgée que de 20-30 millions d'années, savait très bien qu'en 20-30 millions d'années, on ne pouvait pas développer la vie. Mais ça ne le gênait pas, Kelvin, parce que lui pensait qu'il y avait une intervention divine. Vous voyez, du point de vue philosophique, c'est extrêmement important, cette réponse. Sinon, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas cet élément sous la main, alors l'argument de l'évêque Berkeley est un argument qui paye. Je développe cet argument.
Berkeley, c'est XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, a un argument qui s'appelle l'argument de l'horloger. Ça dit ceci. Si vous marchez sur un sentier en montagne et que vous écrasez une pierre, vous pourrez toujours dire que la pierre était là par hasard, et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais si par hasard, avec votre soulier, vous écrasez une montre, et que vous voyez les débris, les cadrans, les ressorts, les cliquetis, les remontoirs, vous ne pouvez quand même pas dire que c'est par hasard. En regardant un peu dans le détail, vous voyez que tout est fait pour que ça marche, que ça indique l'heure. Donc, qui dit horloge, dit horloger. Il n'y a pas d'horloge sans horloger. Bon. Si vous prenez la vie, mais la vie, c'est une cellule même, c'est infiniment plus compliqué qu'une horloge, infiniment plus compliqué. Et donc, il faut bien qu'il y ait un horloger. Vous voyez, c'est un argument quand même très fort et qui continue à être développé aujourd'hui par les tenants de ce qu'on appelle l'intelligent design ou bien par les créationnistes. Il n'y a pas d'horloge sans horloger. Alors évidemment, la réponse de Darwin, c'est de dire bien sûr qu'il y a un horloger, mais comme l'a dit un autre biologiste, c'est un horloger aveugle. C'est-à-dire c'est la sélection naturelle sur des périodes de temps de milliards d'années qui va permettre de passer d'une situation de petites bestioles informelles, unicellulaires, à des êtres aussi civilisés que vous ici dans l'Assemblée. Il a fallu des milliards d'années. De la même façon, cet argument du temps long est décisif pour comprendre comment le système planétaire est si simple. Vous savez, il y a très peu de planètes qui tournent autour du Soleil, alors que tout ça, ça vient d'un tohu-bohu infernal, d'un désordre épouvantable. Il a fallu aussi des milliards d'années pour obtenir ce résultat-là. Vous voyez que les temps longs, ce n'est pas simplement un temps un peu plus long qu'on croit, ils sont décisifs pour une compréhension, si vous voulez, non religieuse du monde dans lequel on vit. Alors, évidemment, on peut se dire, mais quand même, Newton, qui n'était pas n'importe qui, était certain de sa datation à 3998 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, Buffon n'était pas certain. Lui, il a donné plusieurs dates, donc on ne peut pas dire. Mais Lord Kelvin était certain de sa datation à 30 millions d'années. Bon. Et puis, aujourd'hui, nous, on dit on est certain de la datation à 4,65 milliards d'années. Mais est-ce qu'on n'a pas la même naïveté que tous ces gens-là? Vous voyez, c'est une bonne question, ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une vérité qui est seulement scientifique. Dieu seul sait quelle est la vérité absolue. Nous, on se contente de vraisemblance, si vous voulez. Alors, quand je vous dis, par exemple, qu'un arbre a 400 ans, en fonction de la dendrochronologie, il y a des hypothèses. L'hypothèse, une observation et une conclusion. L'hypothèse, c'est quoi? C'est que chaque année, il y a un CERN. C'est une hypothèse très forte. Peut-être on pourra un jour démontrer qu'elle est fausse, mais en gros, elle est très très forte et on comprend pourquoi. Il y a des raisons biologiques pour ça. Bon, ensuite, il faut regarder bien votre arbre et bien compter les cernes. Il ne faut pas se tromper dans le nombre de cernes. Tout ça est vrai. Enfin, en gros, on va s'en tirer. Donc, moi, je dirais que la dendrochronologie, c'est une certitude. Quand vous dites certitude au sens humain du terme, plus, je ne sais pas, mais quand vous dites qu'un arbre a 400 ans, il a 400 ans, quoi. C'est très très fort, c'est très très vraisemblablement vrai. Si vous prenez l'âge de la Terre, il y a aussi des hypothèses. Par exemple, si vous voulez, Kelvin s'est trompé, Newton s'est trompé, mais ils ne sont pas trompés de la même façon. Newton s'est fondé sur la Bible comme vérité incontestable, divine. Bon, il s'est planté parce que, bon, bref. Kelvin, lui, c'était un scientifique. Il a fait des hypothèses qu'il a explicitement énumérées et il s'est trompé dans les hypothèses. Elles sont fausses, on peut les reprendre les unes après les autres. Pas de source de chaleur extérieure, pas de mouvement de convection dans la Terre, enfin, il y a 2, 3 autres comme ça, qui sont fausses, qui se sont révélées fausses. Bon. Alors aujourd'hui, nous aussi, on fait des hypothèses. Quand on dit c'est 4,65 milliards d'années, on dit la période des éléments radioactifs n'a jamais bougé dans le temps. Parce que si effectivement elle avait bougé dans le temps, le calcul serait faux. C'est une hypothèse. Elle est très très vraisemblable parce qu'on n'a aucun indice, ni théorique ni empirique, comme quoi la période des éléments radioactifs aurait bougé dans le temps. Bon, deuxième hypothèse qu'on fait aussi, c'est qu'on suppose que le mécanisme de formation de la Terre autour du Soleil est un mécanisme rapide, de quelques dizaines de millions d'années, pas plus. Bon. Là aussi, peut-être demain, on trouvera que c'est... Mais ça ne peut pas être très faux. Donc, muni de tout ça, on peut affirmer que l'hypothèse de datation de la Terre est aussi solide, à 4,65 milliards d'années, est aussi solide que la dendrochronologie. On va parler de Galilée, du mouvement et de la place de la Terre. Alors d'abord, ce n'est pas Galilée qui a dit que la Terre tournait autour du Soleil, c'est Copernic, comme vous savez, bon, bien sûr. Mais c'est lui qui va mener la bagarre de l'hélocentrisme, pas Copernic. Alors,
comme j'ai vérifié qu'il y avait beaucoup de mécréants ici, je suis obligé de vous lire les bons textes. L'Église disait que c'est la Terre qui est fixe et le Soleil qui tourne autour, d'une part à cause de ça. Ah pardon, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, j'ai ça sous la main, je vais vous le montrer quand même. Ça, c'est Kelvin. C'est... non, Darwin, bien sûr. Oui, j'ai oublié de vous dire que le combat qui va opposer Kelvin à Darwin était aussi un combat à implication philosophique, parce que Darwin ouvrait la porte à l'athéisme. L'homme descend du singe, c'est une horreur, évidemment. Alors ça, c'est Darwin. Bon. Alors maintenant, allons-y sur le mouvement de la Terre et du Soleil. Donc, le Soleil est fixe, la Terre est fixe et le Soleil tourne autour à cause de ceci. C'est dans la Bible. Bon, vous pouvez lire vous-même. Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel, etc., etc. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Bon, ben c'est clair, si le soleil s'arrête, c'est que c'est lui qui est en mouvement. Il n'y a pas d'autre interprétation du texte. Bon, et ça, c'est ça qui va servir de base à la condamnation de l'héliocentrisme. Alors, je vous donne des positions moins connues, celle de Luther, par exemple, qui est un des créateurs du protestantisme. Luther a dit « Pour moi, je tiens pour vrai la Sainte Écriture. Josué a donné ordre au soleil et non à la terre de s'arrêter. C'est exact. » Et puis, si vous prenez la première condamnation des thèses de Galilée, enfin de Copernic, si vous voulez, en 1616, on affirme que la doctrine de Galilée est stupide et absurde et fausse en philosophie. Je vais revenir là-dessus. Donc là, ce n'est pas la religion. Elle est stupide et absurde et fausse en philosophie. Et formellement hérétique, car elle contredit explicitement et en de nombreux paragraphes les sentences, c'est-à-dire les phrases, de l'écriture saine, lues selon le sens propre des mots et l'interprétation commune des saints-pères et des théologiens. Bon, ça c'est la condamnation avant son procès de 1616. Alors, donc vous voyez, la Bible est claire, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, mais il n'y a pas que la Bible qui s'y oppose. Il y a d'abord Aristote qui disait la même chose, c'est une autorité à l'époque, mais aussi vous. Alors, je vais vous décrire un petit calcul rapide. Placez-vous à l'équateur. Si la Terre tourne sur elle-même, elle tourne en 24 heures sur elle-même. Si elle tourne en 24 heures sur elle-même, un point de l'équateur parcourt quelle distance? Il parcourt la distance 2 pi r en 24 heures. R, c'est le rayon de la Terre, 6000 km et des poussières. Donc il parcourt 2 pi fois 6000 km en 24 heures. Et ça correspond, tout calcul fait, ce n'est pas un calcul difficile, à 465 mètres par seconde. Donc, si vous lancez quelque chose en l'air et que ça met 2 secondes pour monter et descendre, la Terre a parcouru 465 mètres. Donc si la Terre bougeait, eh ben, ça se verrait, non? Vous lancez, ça... Or, ça retombe sur place. Levez la main, honnêtement, je vais interroger personne, mais ceux qui sont capables de répondre à cet argument. C'est bien. Il n'y en a qu'un, deux. Vous voyez l'argument. Je jette en l'air. Si la Terre bougeait, il y en a 2, 3, 4, 5. Vous voyez, vous avez un état d'esprit pré-galiléen. J'espère que vous n'êtes pas pour brûler vos camarades qui savent répondre à cet argument. Galilée savait répondre à cet argument. Mais c'est un argument que l'Église a donné, qui est un argument de bon sens. La physique d'Aristote, d'ailleurs, dans une large mesure, c'est une physique du bon sens. Bon, alors, la réponse, c'est que... je peux vous donner l'exemple... Galilée donnait l'exemple du bateau, mais je peux vous donner l'exemple du train, c'est mieux. Quand vous êtes dans le train, que vous roulez à 150 km/h, et que vous lâchez une bille, elle ne tombe pas à côté, elle tombe pile poil comme ça. Parce qu'au départ, quand vous lâchez la bille, elle a déjà la vitesse d'entraînement du train. Donc on ne peut pas distinguer un mouvement uniforme de pas de mouvement du tout. Bon, Galilée donnait l'exemple d'une bille qu'on lâche du haut d'un mât d'un bateau. Alors quand le bateau à voile avance et que vous lâchez une bille du haut du mât du bateau, elle tombe au pied du mât. Par contre, si le bateau passe dans un port et que vous jetez une bille quand le mât passe, mais vous êtes stable, vous n'avez pas une vitesse d'entraînement, alors la bille tombe de côté, évidemment. Bon, bref. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur le principe d'inertie de Galilée, mais lui savait répondre à cette question-là. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi l'Église était fondée à dire que la doctrine de Galilée est stupide et absurde et fausse en philosophie, à cause des raisons que je donne. Si la Terre bougeait, ça se verrait. Et en plus,
elle contredit en 2 paragraphes les phrases du... Bon, alors, ce qui m'intéresse plus, c'est comment Galilée s'est débrouillé. Parce qu'enfin, la Bible a été, sinon écrite, le Coran plus ou moins est écrit par Dieu, la Bible c'est un peu plus compliqué, en tout cas elle est inspirée par Dieu. Et Dieu ne peut pas se tromper. Quelle est la réponse de Galilée par rapport à ça? Je vous la résume, mais c'est en gros ça. Il a le courage de dire si il y a dans la Bible des choses qui sont fausses. Il ne le dit pas sous la forme brutale que je vous dis, mais c'est en gros ça qu'il dit. Si vous voulez, Galilée se distingue de tous les théologiens précédents. Si vous voulez, beaucoup de théologiens avaient essayé de se débrouiller avec des phrases de la Bible pas claires, en opposant à telle phrase de la Bible une autre phrase de la Bible qu'on peut interpréter de façon un peu différente. Il y a des spécialistes de ça. Il y en a même qui arrivent à vous démontrer qu'en lisant la Bible convenablement, on trouve que l'univers est âgé de 13,7 milliards d'années. Vous voyez, on prend une petite phrase qui dit qu'un battement des yeux de toi représente 10 jours, et puis on fait des multiplications. Enfin, c'est de la folie. Bon. Mais Galilée ne s'amuse pas à ça. Il dit, effectivement, il y a des passages de la Bible qui ne marchent pas. Comment c'est possible que Dieu se trompe? Mais Dieu ne se trompe pas. Mais Dieu s'adresse à des gens qui sont primitifs et ignorants quand il a écrit la Bible ou participé à l'écriture de la Bible. Donc, il fallait qu'il s'adresse à ces gens-là de telle sorte que ces gens puissent comprendre. Et les gens croyaient bien que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Comme vous, d'ailleurs, entre parenthèses. Vous avez mal répondu à ma question. Bon. Il dit, pour cette raison-là, Dieu a fait... c'est une erreur pédagogique, en quelque sorte. Et Galilée ajoute, il importe que les savants, aujourd'hui, expliquent en vérité de quoi il s'agit, sous peine de faire tomber les Écritures sacrées dans le ridicule. Vous voyez, c'est assez astucieux comme position, mais il dit c'est très important de le faire. Et ça, c'est une position constante de Galilée. Il y en a un qui a écrit quelque chose voisin de ça, c'est Kepler. Je vais vous lire ça parce que je trouve ça très joli, ce que Kepler a écrit. C'est la même idée que Galilée, mais ils n'étaient pas nombreux à dire ça. Sans doute, la langue de Dieu est-elle quelque chose d'important? La langue de Dieu, c'est la Bible. Donc sans doute, la langue de Dieu est-elle quelque chose d'important? Mais le doigt de Dieu n'a pas moins d'importance. Le doigt de Dieu, c'est la nature, c'est la physique. Et qui niera que la langue de Dieu n'ait été adaptée à la façon ordinaire de parler des hommes? Par conséquent, détourner la langue de Dieu dans les choses absolument évidentes pour qu'elle réfute le doigt de Dieu dans la nature, voilà ce que toute personne vraiment religieuse évitera au possible. C'est merveilleux, ça. Vous voyez, il dit comme Galilée, le point de départ, c'est la physique, c'est pas la Bible. Vous avez maintenant pas mal de gens, que ce soit chez les chrétiens, notamment les sectes évangélistes, que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les musulmans, qui ont une lecture qu'on appelle littéraliste, soit du Coran, soit de la Bible. Enfin, pour les juifs, c'est plutôt la Bible, pour les musulmans, c'est plutôt le Coran, mais une lecture littéraliste qui refuse, puisque c'est un texte d'inspiration divine, à contester. Bon. Et ça, c'est extrêmement obscurantiste. Par contre, une lecture à la Galilée, elle est très ouverte. Je ne veux pas tirer Galilée à moi, mais si Galilée était vivant aujourd'hui et que je lui demandais, Seigneur Galilée, qu'est-ce que vous pensez de Adam et Ève ou Ève créée par la côte d'Adam, ou je ne sais pas quoi, une histoire comme ça, Galilée dirait, ça c'est des contes pour enfants, qu'on a écrits parce que les gens ne pouvaient pas comprendre autre chose, mais bien entendu, je suis darwinien, me dirait Galilée, si j'ose dire. Si vous voulez, avec cette écriture, cette conception-là du texte sacré, on n'est pas du tout... on peut tout à fait faire avancer la science, ça ne pose strictement aucun problème. Mais à chaque fois qu'on essaye de s'en tirer en prenant un verset contre un autre verset, une sourate contre une autre sourate, on rentre dans un truc absolument épouvantable. On ne comprend pas qu'il s'agit de textes historiquement datés, non miraculeux, et qui, d'une façon ou d'une autre, reflètent les connaissances, les us et les coutumes de l'époque, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien de magique ou de... Voilà. Alors, une petite chose que je veux vous dire, bon, ça, si ça vous amuse, c'est qu'il est faux de dire que l'Église a réhabilité Galilée. Les derniers textes, à ma connaissance, disent que, il faut que vous sachiez quand même ça, que les erreurs étaient partagées, les torts étaient partagés. Et paradoxalement, l'Église dit aujourd'hui le contraire de ce qu'elle disait au moment du procès de Galilée. Au moment du procès de Galilée, on trouvait que Galilée, comme tout le monde, était un grand mathématicien, un grand physicien, mais qu'en théologie, il ne valait rien du tout. Aujourd'hui, l'Église dit exactement le contraire.
Comme théologien, on a beaucoup de choses à apprendre de Galilée, mais comme physicien, il s'est trompé. Voilà pourquoi les torts étaient partagés. Et il est vrai qu'une des démonstrations qu'a donné Galilée du mouvement de la Terre était fondée sur les marées. Je ne veux pas vous l'expliquer ici, mais elle est fausse. Elle n'est pas un peu fausse, elle est complètement fausse. Donc l'Église a raison de dire que du point de vue de la physique, un des arguments de Galilée était faux. Mais le point important, c'est que dans la sentence de condamnation de Galilée, nulle part il n'est écrit que Galilée s'est trompé du point de vue de la physique. Il est seulement écrit, je pourrais vous lire la sentence, je l'ai évidemment notée, dans la sentence de condamnation, il est écrit simplement qu'il a contrevenu aux Écritures saintes. Point. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait fou de dire que les torts étaient partagés. Vous connaissez cette phrase de Galilée qui est très jolie. L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel et non comment va le ciel. Bon, c'est pas mal, c'est bien. Alors je conclurai simplement ceci. Alors, pour Darwin, outre sa théorie de l'évolution des espèces, la notion de temps profond, c'est-à-dire les 4,65 milliards d'années, qui permet, vous ne voyez pas parce que ça a été mis en jaune, qui permet, sans intervention divine, l'évolution animale jusqu'à l'homme et le système planétaire simple, pourtant issu d'un tohu-bohu initial. Vous voyez, Newton, par exemple, disait qu'une des preuves de l'existence de Dieu, c'est le merveilleux arrangement des planètes. C'est une des raisons pour Newton. Bon. Galilée, outre ses nombreuses contributions scientifiques, la défense de l'héliocentrisme de Copernic, la loi de la chute des corps, etc., c'est l'introduction de la méthode scientifique par le recours à l'expérience et l'observation, et puis une lecture, pour ceux qui y tiennent, non paralysante des textes sacrés comme la Bible ou le Coran. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'ils s'étaient trompés quand ils avaient essayé d'évaluer la date de création de la Terre. Et comment on peut être sûr que nous... De qui tu parles, là Qui s'est trompé avant qu'on ait démontré les 4,5 milliards d'années. Oui, enfin, il y a eu d'autres évaluations, oui, qui sont fausses, oui. Et comment on peut être sûr, vous avez dit que vous nous en parleriez, que nous, on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas fait une erreur parce qu'il nous manque des données ou quelque chose comme ça? D'accord, je vais y revenir. Je crois que j'ai un petit peu expliqué ça, mais je peux y revenir. Oui, c'est-à-dire, ou bien tu donnes tes conclusions sur la base d'un texte sacré incontestable, la Bible ou le Coran. Là, tu ne peux pas discuter. Si c'est un texte sacré, c'est forcément vrai, et l'affaire est terminée. Il faut jouer à ce jeu-là. Mais si tu ne joues pas à ce jeu-là, si tu prétends donner un âge de la Terre fondé sur des considérations rationnelles, alors là, on peut essayer de voir quelle est la solidité de ton point de départ. Alors, je disais par exemple que dans les méthodes scientifiques, une méthode peut être scientifique et erronée. Par exemple, Kelvin, c'était scientifique, il y avait des hypothèses, des mesures, une conclusion. Les hypothèses étaient fausses, et donc la conclusion est fausse. Dans les méthodes actuelles de datation de la Terre, je dis que les hypothèses sont très, 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 très fortes. Elles sont aussi fortes, aussi bien fondées, si tu veux, que la dendrochronologie, c'est-à-dire la constance de la période radioactive des éléments. Ça peut se discuter. Si quelqu'un vient un jour pour dire dans l'histoire, c'était pas tout à fait la même chose, alors ça va changer beaucoup de choses. Et deuxièmement, les temps d'accrétion de la Terre pour former la planète, si tu veux, sont petits par rapport au temps considéré. Ces deux hypothèses, qui sont des hypothèses quand même très très fortes et qui nous permettent de dire avec beaucoup de certitude, mais encore une fois, seul Dieu est sûr de ce qu'il affirme. Nous, c'est jamais que des certitudes scientifiques, qu'on est bon. Parce que si tu veux, même à l'époque de Kelvin, qui semblait pourtant être écrasant, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec Kelvin. Il y avait, bien sûr, Darwin, je l'ai dit, mais il y avait Chamberlain, qui déjà disait « Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas d'autres sources de chaleur en plus dans la Terre ?» Et c'était assez prophétique, il avait raison. Et puis il y en avait un autre qui disait « Oh, mais ton hypothèse de Terre homogène est fausse. Il peut y avoir des mouvements de convection dans la Terre, et ça invalide ton modèle. » Ce monsieur s'appelait Perry, et il avait raison. Donc si tu veux, même à l'époque de triomphe de Kelvin, avec ses 20 ou 30 milliards d'années, il y avait pas mal quand même de scientifiques sérieux qui n'étaient pas convaincus et qui donnaient des arguments très forts. Aujourd'hui, tu ne connais aucun scientifique, aucune découverte, aucune donnée qui contredit les 4,65 milliards d'années. Mais maintenant, c'est tout ce que je peux te dire, si tu veux. Peut-être je vais te donner un autre exemple de ce qu'on appelle une certitude. Je suis certain, au sens scientifique du terme, qu'il n'y a pas de gratte-ciel sur la face inconnue de la Lune.
Ça a l'air d'être une hypothèse moins scientifique que de dire ben, peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. Bon, non, moi je dis il n'y en a pas. Alors pourquoi je dis qu'il n'y en a pas? Parce que d'abord, il n'y a aucune donnée théorique, aucun modèle qui me permet de penser qu'il y a des gratte-ciel sur la face inconnue de la Lune. Et deuxièmement, ça ne suffirait pas, il n'y a aucune donnée empirique, aucune observation qui me les montre. Si j'ai ni données empiriques, ni théorie, eh ben je conclus qu'il n'y a pas de gratte-ciel sur la face inconnue de la Lune. Et dire, c'est plus scientifique de dire peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas, c'est pas vrai. Parce que si tu es ministre de la Recherche, eh ben tu ne vas pas dépenser un seul centime d'euro pour chercher les gratte-ciel sur la face inconnue de la Lune. C'est ça que ça veut dire, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu ne feras rien pour les trouver. Le reste... Donc, si tu veux, il y a souvent cette idée un peu naïve que le doute perpétuel sur tout est une position plus scientifique. Non, à certains moments, on doute pratiquement plus. Alors, par exemple, les 4,65 milliards d'années, c'est vraiment très certain, au sens humain du terme. Les 13,7 milliards d'années de l'âge de l'univers, ça, c'est moins sûr. Là, il y a beaucoup de données qui vont dans ce sens-là, mais ce n'est pas aussi établi. Je dirais que c'est une vérité scientifique moins forte, celle-là. Bon, voilà. Dans votre livre, vous dites qu'aujourd'hui, les sciences sont parfois perçues comme des opinions socialement construites. Est-ce que vous pourriez développer ce point-là et est-ce que vous pourriez nous dire qui, à votre avis, finalement a intérêt à développer ce genre d'argumentation? C'est-à-dire mettre les sciences au même plan que d'autres opinions qui sont construites en matière économique ou en matière de vie politique, par exemple? Oui, c'est une vaste question. Bon, je l'ai dit rapidement en une phrase dans mon introduction. Tout le monde constate, les pauvres, les riches, etc., que le progrès scientifique, qui est extraordinaire dans tous les domaines, ne coïncide pas avec le progrès tout court. C'est-à-dire une vie meilleure, etc. Bon. Et même à certains moments, on a le sentiment que telle ou telle découverte scientifique peut avoir des implications négatives dans la vie des gens. Bon, et ça, c'est une constatation réelle. Bon, cette constatation réelle, en tout cas dans les pays développés, conduit à mettre dans le même sac ce qu'on appelle la science et les applications de la science. C'est-à-dire, autant je crois qu'il faut être critique sur une série d'applications de la science, où on peut discuter à l'infini sur les OGM, sur la vache folle, sur plein de choses, etc. Je ne veux pas discuter des OGM ici, mais il faut avoir une vue critique. Peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon, etc. Mais c'est pas Einstein qui est responsable de la bombe atomique. Il est vrai qu'Einstein a trouvé E égale MC2, qui est une relation importante pour construire la bombe atomique. Mais Galilée a trouvé X égale 1,5 de GT2, qui est une relation importante pour comprendre la chute d'un Boeing. Mais Galilée n'est pas responsable de la chute d'un Boeing pour avoir trouvé la loi qui le permettait. Au contraire, 1,5 de GT2 ou MC2 sont des lois libératrices, c'est-à-dire qui permettent à l'homme de dominer la nature et de faire des progrès énormes. Autre chose sont les applications. Donc je crois qu'il est extrêmement important de distinguer la science comme méthode de connaissance, résultat dans le savoir humain, de ses applications. Et très souvent, quand les gens doutent de la science, ils mélangent tout à la fois. Et ça, c'est très embêtant, parce que c'est laisser la rationalité ailleurs. C'est-à-dire, je crois qu'au contraire, il faut... je me rappelle une discussion que j'ai eue avec un collègue biologiste à propos des OGM. Il me dit, oui, mais tu comprends, à la science, on peut faire dire n'importe quoi. Mais je ne crois pas ça, justement. Je crois qu'à la science, il y a des procédés. On ne peut pas faire dire n'importe quoi dans le livre que j'ai écrit. J'ai pris une phrase de Cuvier très intéressante. Cuvier, c'est un des grands scientifiques du 19e siècle, un grand monsieur. Bon, eh bien, il a écrit que la race des nègres est la race la plus dégénérée au monde. Sikh. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à la science, on peut faire dire n'importe quoi? Pas du tout. Ça prouve que quand Cuvier a écrit cette phrase-là, c'est pas le scientifique qui parle, c'est le père de France, arc-bouté à ses privilèges et à sa conception du monde. Mais c'est pas le scientifique. Vous voyez, c'est très important de distinguer tout ça. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi. Bon. Alors maintenant, dans les pays sous-développés, cette méfiance de la science, c'est un peu autre chose. Enfin, il y a d'une part une tradition religieuse quelquefois, et puis surtout le fait que la science
est venue un peu avec les baïonnettes européennes. Et donc, cette science est assimilée à l'Occident, à la conquête de l'Occident, etc. Et il y a une très grande méfiance. Donc, tout ça, il faut être conscient de ça. Mais je ne crois pas qu'il faille reculer sur la nécessité de la démarche scientifique. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce que vous sous-entendez, c'est qu'il y aurait d'un côté une connaissance scientifique qui serait occidentale, il y aurait des fondamentalismes obscurantistes qui seraient malheureusement l'apanage de sociétés qui sont aujourd'hui soumises à un retard, du moins dans la majorité de la population? Historiquement, la science ne s'est pas développée essentiellement à l'Occident. Enfin, elle s'est développée chez les Grecs d'abord, et ensuite énormément chez les Arabes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sur l'astronomie, par exemple, la médecine, etc. Les Arabes, au Moyen-Âge, étaient certainement sans coudée devant les Européens. Et même, ça reste une question ouverte, pourquoi Copernic n'était pas arabe? Ils avaient tous les éléments en main pour trouver, ils n'étaient pas loin d'ailleurs de trouver l'héliocentrisme. Alors maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, pour des raisons politiques, historiques, etc., complexes, la science s'est développée essentiellement à l'Occident. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il faut le regretter, mais c'est comme ça. Le scientifique, dans son écrasante majorité, aujourd'hui, est un mâle, blanc, parlant anglais et d'origine plutôt favorisée. Tout ça, c'est vrai.